Bonsoir à tous et bienvenue. La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football a été reçue ce mardi par le président de la République. À un peu plus d'un mois de la fin de son mandat, Mariam Dao Gabala a fait le point de l'évolution de la situation du football ivoirien au président Alassane Ouattara. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, un incendie a ravagé le centre communal de dépistage du Covid-19 au Plateau. Sur le site de l'ex-Sorbonne, le drame aurait eu lieu ce mardi aux environs de 1h du matin. Le centre de test Covid a été entièrement calciné, tout le matériel parti en fumée. Pour l'instant, aucune information sur l'origine de l'incident. Et puis dans ce journal, on s'intéresse aussi à la faible moisson de la Côte d'Ivoire au FESPACO 2021. 2 distinctions sur une vingtaine de prix, une baisse de régime en termes de prix glanés cette année par un pays qui avait l'habitude de s'adjuger les talons d'or ou celui d'argent. Les explications des acteurs du cinéma local à suivre dans ce journal. Le mandat de 1 an du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football tire à sa fin. À près d'un mois de l'échéance, la présidente du CNFIF a été reçue ce mardi par le président de la République. Mariam Dao Gabala a fait le point de l'évolution de la situation du football ivoirien au président Alassane Ouattara. L'éclairage de Pierre-Di Pomelin. Dans un peu moins de 2 mois, le mandat du comité de normalisation de la FIF, conduit par Mariam Dao Gabala, prend fin. Reçue par le président de la République Alassane Ouattara, Mariam Dao Gabala a fait le point de sa mission qui prendra fin en décembre avec l'élection tant attendue d'un président à la tête de la FIF. Il s'agissait aussi de plaider pour un appui financier en faveur de la Fédération ivoirienne de football qui traverse en ce moment des difficultés financières. Comme vous savez, notre mandat arrive théoriquement à la fin au 31 décembre. Il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission et lui dire un peu les défis qui nous attendent. Mais le plus important, c'était aussi que nous puissions tous nous rassembler autour des éléphants qui vont livrer leurs 2 derniers matchs bientôt. Et pour les éléphants, nous savons qu'il y a toute une équipe technique qui les encadre. Et nous sommes venus porter aussi une doléance au président de la République pour qu'il puisse se pencher un peu sur les difficultés financières de la FIF en nous octroyant une petite subvention pour la prise en charge de cette équipe technique-là. Nommé par la FIFA le 14 janvier dernier, le comité de normalisation a pour mission de gérer les affaires courantes, réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIFA. Au bout de la mission, l'élection d'un président à la tête de la FIFA. 98 nouveaux engins roulants viennent renforcer le parc des forces armées ivoiriennes. À la faveur de la remise de ces équipements, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a encouragé ces hommes à plus de détermination dans un contexte marqué par la lutte contre les bandes armées. Salif Yelekwe, Tanguy Konan. Ce mardi, place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux du ministère de la Défense au Plateau. Ces véhicules, 98 au total, ont été mis à la disposition de l'armée ivoirienne par le ministre d'État, ministre de la Défense. Une occasion pour Téné Ibrahima de féliciter et encourager ces hommes dans leurs efforts de protection du territoire national. Cette attention du président de la République est motivée par votre engagement et votre résilience face aux ennemis et bandes armées de plus en plus perfides et de plus en plus complexes à identifier. En son nom, je voudrais vous féliciter pour votre professionnalisme et votre efficacité sous la conduite du général Doumbia et du général Apallo. J'aurai l'occasion de vous féliciter et de distinguer certains d'entre vous lors de la cérémonie de célébration de la traditionnelle fête patronale du groupement ministériel des moyens généraux qui aura lieu très bientôt au mois de décembre prochain. Un geste de la tutelle bien apprécié par les responsables de l'armée ivoirienne. Les présents véhicules tactiques de haute mobilité viendront renforcer le parc automobile des armées engagé en zone opérationnelle nord et dans les opérations frontières étanches et est et ouest en leur apportant une capacité supplémentaire d'environ 700 personnels, soit la valeur d'un bataillon organique. Quant aux véhicules de commandement, ils viennent affirmer
l'autorité du chef dans l'exercice de ses fonctions, en lui conférant les attributs nécessaires à la charge qu'il exerce. C'est cet attribut, aussi important que l'identité visuelle que l'on transpose, renforcera assurément le commandement de nos collaborateurs. Ce sont 42 véhicules destinés à l'administration centrale et au commandement supérieur de la gendarmerie et 56 pour l'état-major général des armées. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a effectué une visite aujourd'hui, une visite de contrôle des travaux de réhabilitation de l'axe Toumodi-Oumé, effectuée sur la base de la technique du pointe-à-temps, une technique intermédiaire entre le renforcement classique et la simple fermeture des nids de poules. Moins coûteuse, cette technique à la phase expérimentale permettra, si elle est probante, de maximiser les travaux de réhabilitation des routes en Côte d'Ivoire. Les précisions de Nadia Edja et Fulgence Kissiedou. Axe Toumodi-Oumé. Sur ce linéaire de 60 km, il a été réalisé en 2019 des travaux de pointe-à-temps avec un tapis général de 5 cm de béton bitumeux. Contrairement au renforcement classique qui consiste en un retrait complet du bitume, avant d'installer plusieurs nouvelles couches, la technique du pointe-à-temps vise à boucher les nids de poules, puis ensuite à tirer un tapis de béton bitumeux. Encore à l'essai, elle permettra probablement de réhabiliter un plus vaste réseau routier grâce à son coût réduit. Avec près de 700 millions de kilomètres, je ne sais pas au bout de combien de temps les autres vont attendre. Alors qu'en choisissant cette option, pour 1,5 km, réalisé en renforcement classique, avec cette option, on peut faire 4 km. Bon, donc en faisant ça sur des routes, même si on peut tenir pendant 5 ans, ça permet à nos compatriotes donc de pouvoir circuler. Sur le chantier, le ministre a tenu à rassurer les populations sur le suivi effectif de cette phase expérimentale. Qu'ils soient rassurés, c'est une route qui est sous surveillance. Chaque fois qu'il va y avoir donc un trou qui va apparaître, 2 trous qui vont apparaître, on va venir donc systématiquement donc boucher ces trous-là. La route a été faite il y a 1 an, il y a moins de 1% de dégradation. Nous allons faire une évaluation pour voir au fil du temps combien de dégradations vont apparaître entre le budget initial que nous avons mis et les budgets qu'on va mettre pour donc boucher les quelques nids de poules qui apparaissent. Faire le point pour faire une évaluation pour voir si cette option on peut la maintenir. Depuis 2011, environ 2000 km de voiries ont été réhabilités sur les 4500 dégradés. En plus de l'axe Toumodi-Oumé, cette technique de réhabilitation a été utilisée sur la route Toumodi-Timbuktu. Je vous l'annonçais en titre, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, un incendie a ravagé le centre communal de dépistage de Covid-19 au Plateau, sur le site de l'ex-Sorbonne. Le drame aura eu lieu ce mardi aux environs de 1h du matin. Le centre de test Covid a été entièrement calciné. Tout le matériel est parti en fumée. Pour l'instant, aucune information sur l'origine de l'incident, comme nous le montrent Jean-Michel Quadio et Rikimo. Abidjan Plateau, le centre de dépistage Covid-19 parti en fumée lors d'un incendie qui s'est déclenché dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Climatiseurs, lits, lots de cache-nez, tables, tout le matériel réduit en cendres. Je suis quitté ici hier à 13h, il n'y avait rien. À 3h30, quand je suis arrivé ce matin, je suis venu trouver ça comme ça. Donc je me suis demandé, il y avait quoi. Pour moi, c'était le vent à cause de la pluie. Mais quand je me suis approché, j'ai vu que c'était le feu. La vapeur frappait, donc je n'ai même pas pu nettoyer devant même. J'ai laissé ce côté, je suis allé de l'autre côté. Le responsable du centre déplore la survenue de ces flammes qui ont anéanti plusieurs mois de travail. J'ai été alerté ce matin autour de 6h du matin. Voilà, un collaborateur me disait que le centre avait brûlé au cours de la nuit. Donc je suis arrivé sur les lieux autour de 6h20 et j'ai fait l'amer constat que le centre était parti en fumée. C'est une déception parce que le travail, on a commencé ici depuis le 7 mai, ça fait quand même longtemps. Hein. On a côtoyé beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses dans ce centre de dépistage là avec les collaborateurs. Hein. Voilà, donc voir tout ce travail partir en fumée en une nuit, c'est quand même douloureux pour tout un chacun de nous. Pour l'instant, les causes de l'incendie restent inconnues. Une enquête est ouverte pour élucider la source de ce sinistre. Le centre de dépistage accueillait en moyenne plus de 200 personnes par jour. Cet incendie n'est pas fait pour arranger la prévention et la lutte contre le Covid-19. Une prévention essentiellement axée en Côte d'Ivoire sur la vaccination promue par le directeur de l'Institut national d'hygiène publique qui était face à la presse ce mardi
Dans le cadre des rendez-vous du CICG, le professeur Bénier Bivreau Joseph a fait le point de la situation dans le pays avant d'expliquer les enjeux du pass sanitaire et son utilité pour freiner la chaîne de contamination. Pierre Dipomelin, Tanguy Conan. Plus de 3 millions de personnes déjà vaccinées en Côte d'Ivoire. Et pourtant, l'objectif de 70% de la population cible est loin d'être atteint. C'est ce qui ressort des explications de Bénier Bivreau Joseph, invité du CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, dans le cadre de ses rendez-vous avec la presse dénommée Tout savoir sûr. À la date du 24 octobre 2021, on note 3 65 457 doses qui ont été administrées. À Abidjan, 41% de la population cible ont reçu au moins une dose, contre 15% au niveau national. En revanche, la couverture vaccinale, c'est-à-dire la proportion des personnes complètement vaccinées, n'est que de 6%. La vaccination contre la COVID-19 s'impose de plus en plus aussi bien aux personnes volontaires comme aux personnes réticentes avec les passes sanitaires pour les voyages et autres activités en lieu public. Bénier Bivreau Joseph explique sa nécessité. Le pass sanitaire, c'est une application. Ailleurs, on dit que c'est un document qui donc donne la preuve, 1, que vous êtes complètement vacciné, il y a au moins une semaine. La deuxième possibilité, c'est que vous avez fait le test Covid, le test PCR qui est négatif, il y a moins de 3 jours, ou bien que vous avez fait le test antigénique, il y a moins de 2 jours. Deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est que vous avez fait la maladie et que vous êtes guéri il y a moins de 6 mois. Depuis mars dernier, le gouvernement a mis à la disposition des populations 5 699 470 doses de vaccins. À ce jour, 1 849 914 doses sont encore disponibles. Le directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique a encore une fois invité les populations non vaccinées à se rendre dans les centres de vaccination pour recevoir leur première dose. Après Marcory, c'est dans la commune de Trècheville que l'AMUGA a déposé ses valises à travers son nouveau plan de stationnement et de circulation dans le Grand Abidjan. Démarré il y a quelques semaines, ce projet, bien accueilli par les autorités municipales et certains usagers, est cependant mal apprécié par d'autres citoyens, notamment des commerçants et chauffeurs de taxi qui disent ne plus faire de bonnes affaires. Un sujet de Brice Niawa et Mathurin Badet. Trècheville, aux avenues 8 et 16, tout comme dans les rues 12, 17 et 21, les véhicules vont désormais dans un sens unique. Le plan de stationnement de circulation de cette vieille commune a été modifié par l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan afin de rendre fluide le déplacement des usagers. J'avais l'habitude de passer là quand je venais faire des achats où on vend des pièces de véhicules. Bon, aujourd'hui, ça m'étonne qu'ils ont mis un panneau pour dire qu'on doit faire les grands tours pour rentrer. En tout cas, c'est très bien pour la circulation. Actuellement, on est quitté au rond-point. On va à Marcory, zone 4. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Sinon, ça arrange. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Un avis qui ne fait pas l'unanimité. Certains commerçants et usagers estiment que le problème des embouteillages existe toujours, malgré la mise en place de ce projet. On se lève un bon jour, on voit les sens inverses, alors ça ne nous arrange pas. Quand c'est comme ça, on ne se retrouve pas. Donc, au fait, nous, là, c'est dans ça, nous, on se débrouille. Si tu prends des clients à l'avenue 16, tu es obligé de faire le rond-point, tourner, rentrer dans le quartier. Arriver dans le quartier aussi, il y a des sens inverses là-bas aussi, qu'on ne peut pas passer, donc ça ne nous arrange pas. En voyant ce qu'on gagne, on n'arrive pas à gagner ça. Ce sens que vous voyez là, c'est général pour Trècheville. Et là, ils ont fait sens unique. Nous, ça nous fatigue. En même temps que vous faites un sens unique, vous devez au moins arranger les routes. Partez voir la rue 13,
c'est du gada-gada. Présentement, nous sommes en train de rouler. Une personne qui vient à l'avenue 16, il fait comment? Il ne peut pas s'arrêter là pour emprunter. On le prend comment? Puisqu'on ne peut même pas prendre l'avenue 16. Personne n'est content. Même les habitants de Tréville, il n'y a pas une personne qui va dire qu'il est pour. Mis en exécution le 14 octobre dernier, c'est après un mois que ce projet sera évalué. Pour l'instant, la phase de sensibilisation se poursuit et pour aider ces usagers encore méconnaissants du nouveau plan de circulation. Plusieurs aides, régulateurs et agents de la police municipale sont présents dans les rues de Treichville. Moi, à mon avis, je sais qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas le code aussi. Si tu connais le code, dès le départ, en venant, quand tu vas voir un panneau de comme un chose qui signifie que tu ne dois pas passer, tu ne dois pas passer. Vous savez que les habitudes, pour se défaire, c'est très difficile parce que tout le monde souhaiterait souvent même qu'on parte le déposer dans son salon même. Mais quand on veut le développement, il y a le prix du sacrifice. Nous ne pourrons pas permettre dans une commune où l'adressage est bien fait et qu'on n'a pas la possibilité de pouvoir stationner, on n'a pas la possibilité de pouvoir organiser le transport. Et donc, pour nous, il est important d'organiser. Et ce nouveau plan de circulation permet aussi de voir que nous sommes également sur la voie de l'émergence. Après Marcory et Treichville, ce sera bientôt aux communes de Yopougon, de Cocody et de Port-Boué d'accueillir ce projet. Dans l'actualité judiciaire, le procès de l'assassinat de l'ex-chef d'État burkinabé Thomas Sankara, icône du panafricanisme. Depuis hier, l'audience contre l'ex-président Blaise Compaoré, jugé par contumace, et 13 autres approches dont l'ex-chef du régiment de sécurité présidentielle Gilbert Diendéré s'est ouverte devant la cour d'assises du tribunal militaire de Ouagadougou. Ambiance d'un procès réclamé depuis plus de 20 ans avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Thiemé Dandje et Haruna Zeba. Salle des banquets de Ouaga 2000. Siège du procès en assises devant le tribunal militaire de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. 9 heures, l'épouse de l'une des principales victimes du dossier enrôlé de 20 000 pièces, le défunt capitaine Thomas Sankara, est bien en place. À sa droite, dans le box des accusés, l'un des principaux mis en cause. Le général de brigade Gilbert Diendéré, l'air détendu. Dehors, quelques retardataires s'empressent de rejoindre la salle des débats. Parmi eux, ce militant panafricaniste. Voir un pays d'Afrique tenir un procès suite à l'assassinat du chef de l'État, c'est un rendez-vous pour l'histoire. Il s'agit d'un acte courageux, d'un acte qui rentre dans le processus de l'impunité contre les crimes politiques. Peu avant 10 heures, retrait des micros et caméras de la salle. La cour s'installe. Les débats débutent par la lecture de l'arrêt de renvoi des accusés, dont l'ex-président Blaise Compaoré. S'ensuit la requête des parties civiles relative à l'audition des témoins hors du Faso. Il s'agit entre autres des ministres français Roland Dumas, Jacques Lang et Jean-Christophe Mitterrand, conseillers pour les affaires africaines au moment des faits. Une audition accordée par la Cour. Une victoire avant le fond du dossier pour le conseil de Mariam Sankara. C'est la loi qui prévoit la possibilité d'entendre effectivement des témoins par visioconférence. Et on a des témoins qui sont d'un certain âge. Il y en a qui ont plus de 90 ans. Ce n'est pas évident de les faire déplacer de l'extérieur jusqu'au Burkina. Nous avons donc sollicité au tribunal la possibilité d'entendre nos témoins par visioconférence. Ça a été agréé, on est content pour ça. Le procureur militaire aussi avait dit que ce n'est pas sûr qu'ils aient des dispositions techniques pour le faire. Donc, c'était un peu compliqué. Bon, si on devait se tirailler sur ça, je pense que le procès va être retardé encore. Et ça ne sera plus de la faute de la défense. Maintenant, le tribunal a rendu sa décision. On attend de voir comment toutes ces dispositions-là vont être mises en place pour qu'on puisse faire la vidéoconférence. Ce procès intervient dans un contexte pré-réconciliation nationale. Sa tenue, 34 ans après les faits, est diversement appréciée. Ce procès peut apporter quand même la vérité que le peuple attend. Parce que pour nous, après ce procès, il faudrait penser à aller de l'avant. Et ce procès est le lieu de faire table rase et de regarder droit vers l'avenir de Burkina.
Je suis là pour la justice d'abord, avant pardon, avant réconciliation. Blaise dit la vérité d'ici demain ou bien un mois, là, on peut laisser Blaise. La réconciliation est égratignée. Nous ne sommes pas contre le fait d'échapper à la justice. Nous ne voulons pas que quelqu'un échappe à la justice. Mais nous disons que la justice elle-même doit être définie, doit être reconnue, et cela dans le cadre d'une réconciliation nationale. La journée de ce mardi 26 octobre a été consacrée à l'audition à la barre des accusés. Parmi les 14 inculpés, 2 manquaient l'appel. L'adjudant-chef Yassine Kafando, soupçonné d'être le chef du commando qui avait assassiné Thomas Sankara en fuite, et l'ex-président Blaise Compaoré. Jugé par contumace, ses avocats dénoncent un simulacre de procès devant un tribunal d'exception. Avant ce procès au Burkina Faso, toutes les attentions étaient portées sur le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et cette année, la moisson ivoirienne est bien faible, seulement 2 distinctions sur une vingtaine de prix, à savoir le meilleur décor avec le film La Nuit des Rois de Philippe Lacotte et le meilleur documentaire Jeune de Joël Akafou, une baisse de régime en termes de prix glanés cette année par un pays qui avait l'habitude de s'adjuger les talons d'or ou celui d'argent. Une question s'impose, assistons-nous au déclin du cinéma ivoirien? Une interrogation que nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Aruna Zeba ont posée à des participants au festival. Par ce coup de clap, le président du Faso, le 17 octobre dernier, ouvrait le rideau sur la 27e biennale du 7e art en Afrique. En compétition, 17 longs métrages de réalisateurs de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, qui affichent un fort optimisme à l'ouverture de la messe du cinéma panafricain. Comme chaque année, on vient gonfler à bloc. On veut partir avec les talents. Donc, on espère que ça va être ça. Fort malheureusement, à l'arrivée, aucune des distinctions majeures de l'étalon du Yenenga 2021. La Côte d'Ivoire se retrouve sur le podium cette édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, avec seulement le prix du meilleur décor avec le film La Nuit des Rois, un long métrage du réalisateur Philippe Lacotte, et celui de meilleur documentaire réalisé par Joël Akafou. Une méforme du cinéma ivoirien à ce grand rendez-vous culturel diversement apprécié. On a eu aussi dans les prix spéciaux Les Trois Lascars, qui est un film franco-ivoiro-burkinabé, qui a eu un prix spécial, le prix de l'intégration et de la CEDEAO. On a fait un petit peu. Après, vu le contexte sanitaire, il n'y a pas eu beaucoup de production en Côte d'Ivoire, et nulle part d'ailleurs. C'est vrai, on est habitué au premier rôle, mais tout dépend des contextes. Je pense qu'il faut quand même saluer le fait qu'on a pu proposer quelque chose malgré l'urgence. Un FESPACO, il se prépare en amont, il se prépare avec l'État qui envoie ses cinéastes compétir à l'international. Le FESPACO pour nous, cinéastes, c'est comme la Coupe d'Afrique des Nations. Voyez? Donc de la même façon dont on met à l'aise les éléphants, footballeurs, et handballeurs et autres, c'est de la même façon on doit préparer une équipe qui va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au FESPACO. Tant qu'on ne fera pas cela, il ne faut pas s'attendre à une grosse moisson. Quand on arrive d'un festival et qu'on n'a pas reçu les prix qu'il faut, je veux dire qu'on n'a pas reçu tout ce qu'il faut comme reconnaissance globale pour ce festival-là, ça doit nous envoyer à travailler de plus. On a besoin des soutiens du gouvernement. C'est super important, il faut le soutien du gouvernement. Je ne le dis pas parce qu'on est en train de tendre la main. C'est juste de créer l'environnement en fait, pour que l'environnement économique puisse accompagner en fait, l'environnement technique et artistique en fait, que tous ceux qui sont dans ce milieu-là sont en train de gérer au quotidien. La moisson est également faible pour le pays hôte. Une contre-performance reconnue par son président qui prévoit une hausse de l'appui de l'État aux acteurs du milieu. La plus prestigieuse distinction, les Talents d'or du Yenenga 2021, a été remportée par le réalisateur somalien Ahmed Kadar avec son film La femme du fossoyeur. Le Burkina Faso, quoique confronté à une crise sanitaire et sécuritaire en lien avec les attaques terroristes, est parvenu à organiser un spectacle riche en couleurs et en sons. Un délice pour les amoureux du 7e art venus de différentes contrées d'Afrique et du monde. Et
Et c'est sur cette note culturelle que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci infiniment de l'avoir suivi.